Le point de départ, c'est quand même qu'on a un État défaillant. On est dans une explosion des phénomènes de drogue en France. En fait, l'éducation nationale aujourd'hui, c'est un Titanic qui coule. Et finalement, on n'a fait qu'empirer les choses. Les lits ont continué d'être fermés, les postes ont continué d'être fermés. En effet, les citoyens n'ont plus confiance dans leur justice et je pense à raison. Mais on soigne seulement les conséquences et pas les causes. On est dur avec les faibles et faible avec les durs. On paye pour que justice soit faite, pour qu'on soit en sécurité. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et pour les réseaux sociaux aussi, la liberté d'expression va-t-elle perdurer ? C'est aussi très dangereux d'aller commencer à s'attaquer à ce genre de problème-là. Il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme. On va parler immédiatement de la davocratie, on va parler de Soros et on va recevoir pour ça Thibaut Kerlierzin. Allez, jingle et on reçoit Thibaut Kerlierzin. Que faisait le fils Soros à l'Élysée, chers amis, il y a quelques jours. Et pour ça, on reçoit bien entendu Thibaut Kerlierzin, qui lui connaît bien ces sujets, consultant en stratégie d'intelligence économique et cofondateur du site Davocratie. Allez lire Davocratie, c'est extrêmement intéressant, ça mérite d'investir du temps pour aller sur ce très très bon site dont on apprend plein de choses. Thibaut Kerlierzin, est-ce que vous m'entendez ? Ouais, salut. Ça va, Thibaut ? Ça va, très bien. Et vous ? Bon, je vous ai appelé ce matin parce que vous bossez là-dessus. Bien entendu, c'est votre champ de compétences, votre expertise sur la venue du fils Soros, du fils de George Soros, pour ceux qui ne le connaissent pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il est venu à l'Élysée ? Pourquoi il a serré la paluche d'Emmanuel Macron ? Dans quel cadre ? Et puis, est-ce que finalement, cette visite à Paris a été aussi prolongée par d'autres visites, ça et là, dans l'Europe ? Et pourquoi, Thibaut Kerlierzin ? Il a fait un peu de la tournée des popotes, donc il en a profité pour rendre visite à ses employés, on va le dire comme ça. Plus sérieusement, en fait, il était venu au Forum de Paris sur la paix, qui a eu lieu le 10 et le 11 novembre. Mais durant son intervention vidéo pendant le forum, il avait dit qu'il avait... je crois que c'était sur Instagram, en fait, il avait dit qu'il avait rencontré Emmanuel Macron la veille, donc le 9 novembre. Et en fait, il fait partie de ces gens qui ont des passe-droits. On le voit sur son Instagram, il est un coup au Parlement ukrainien. Quand il vient à Paris pendant le forum, il va rencontrer dans les ambassades des chefs d'État, que ce soit Macédoine du Nord ou d'autres pays. Et mais essentiellement, c'était quand même pour le forum sur la paix. Voilà. Ensuite, il est resté puisque la cérémonie de fermeture du forum, c'était le 15 novembre. Et il a aussi rencontré Emmanuel Macron le 15 novembre. D'ailleurs, quand on le voit sur le perron de l'Élysée, on voit des photos à côté qui sont tirées du forum sur la paix. Donc c'était dans ce contexte-là globalement. Ensuite, il a continué la tournée. Il est allé voir Charles Michel au Conseil européen à Strasbourg, donc probablement. Voilà, mais la venue, c'est quand même pour ce forum sur la paix. Alors, ce qui est intéressant, ce que vous l'avez dit, Thibaut, notamment, c'est que moi, on le fait en tant que journaliste. Enfin, on a des sources très, très, très basiques. Vous allez voir, on va sur le compte Instagram de ce Alex Soros, et vous l'avez dit, il est reçu comme un chef d'État partout. Je sais pas, mais c'est fou en fait parce que il est pas chef d'État, il est pas sommité mondial, mais il est reçu tel quel. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi Alex Soros, comme son père, vous l'avez dit, est reçu comme un véritable chef d'État. C'est qu'à un moment donné, il doit y avoir une puissance derrière ou une force de soumission suffisamment telle pour qu'on puisse avoir une certaine déférence en le recevant. Ouais, mais en fait, on a souvent tendance à résumer à une seule personne, mais Soros lui-même, le père Soros, s'il a pu faire toutes ses actions à travers le monde pendant des décennies, c'est qu'il avait de toute façon du soutien derrière, de la bienveillance derrière, et puis l'appui de l'État profond américain, sinon il ferait rien. Alexander Soros a globalement, il n'a pas fait autant de choses dans sa vie que son père. Donc s'il est reçu comme ça, c'est juste qu'on reçoit l'émissaire quelque part. C'est l'émissaire, voilà. C'est juste ça. Et de quoi on parle ? Parce que quand on parle de Soros, on parle immédiatement, nous vient à l'esprit l'idée même de Open Society, la société ouverte, fluide, liquide. Il y a quoi derrière finalement, Thibaut, quand on voit Soros, vous imaginez quoi ? C'est-à-dire qu'il vient dealer des choses, il vient apporter la bonne parole à Emmanuel Macron. Rappelez-vous que BlackRock, Larry Fink était venu notamment en 2019 à l'Élysée. Certains journalistes avaient pu attester cette visite, notamment avec le numéro d'immatriculation du jet privé de Larry Fink, comme BlackRock, qui était venu pour la réforme des retraites. Là, aujourd'hui, Thibaut,
on peut estimer quoi de cette venue de Alex Soros? C'est la diplomatie ou c'est pour autre chose? Pour moi, c'est et il y a quelque chose qui est marquant, c'est que la France n'a pas de bureau de l'Open Society en son sein. S'il y avait vraiment besoin de faire des choses en France qui nécessitent l'intervention de l'Open Society, Ouais. On disposerait d'un bureau de l'Open Society en France. Ce n'est pas le cas. Donc il y a pas besoin. Donc à mon avis, c'est juste voilà, ils sont sur la même longueur d'onde de toute façon. Il n'y a pas besoin de faire grand-chose sur des rencontres diplomatiques probablement. En vérifiant qu'ils sont toujours sur les mêmes agendas, qu'ils continuent dans la même direction, mais je pense que Soros n'a pas besoin de trop s'inquiéter. Voilà. D'accord. Ouais. Le plus intéressant, c'est vraiment le forum de la paix sur Paris, ce qui s'y dit, et puis surtout que représente cette organisation, parce que c'est vraiment quand même. Faut pas qu'on passe à côté ce matin, parce que c'est un des centres de la. C'est un des pseudopodes de la gouvernance mondiale. Quand on voit qui est derrière, et surtout c'est ça qui est important, et c'est pour ça qu'il y a un lien aussi avec Macron, c'est que ce forum sur la paix, il y a quand même des partenaires, il y a différents types de partenaires, et parmi les partenaires stratégiques, vous en avez quelques-uns, vous avez le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, la Commission européenne, Microsoft, le cabinet Brunswick, et par exemple vous avez aussi l'Open Society Foundation, qui est donc un des principaux représentants et bailleurs de fonds de ce forum. Alors, on va en parler, bien entendu, avec vous, Thibaut Kerlerzin. Vous êtes notamment consultant en stratégie d'intelligence économique et cofondateur du très bon site, chers amis. Allez lire Davocratie, bien sûr, après la matinale. Allez lire le très, très bon travail de Thibaut Kerlerzin, notamment là-dessus. N'hésitez pas, vous êtes déjà très nombreux, n'hésitez pas à partager. Extrêmement important de pouvoir faire monter les audiences et de pouvoir aussi vous abonner à la chaîne. Vous êtes plus de 60 000, ça y est, la barre de 60 000 abonnés a été dépassée et il faut absolument exploser les records de likes. Il faut absolument que vous puissiez partager le lien de la matinale partout sur vos réseaux en ce moment même si vous le pouvez, et n'hésitez pas à faire des petites captures d'écran et aussi dites-moi d'où vous nous regardez. Vous savez que j'aime bien savoir d'où vous nous regardez. Thibaut, alors qu'est-ce qu'on a derrière finalement? Parce que je vous invitais aussi pour ça, pour avoir ce décryptage là, pour avoir une vue de l'esprit, une hauteur de vue, pardon, là-dessus. Derrière quoi? Derrière l'Élysée, derrière le. Ouais, mais derrière Alex Soros et finalement cette espèce de toile d'araignée qui est derrière l'Open Society et qu'on sort. De quoi on parle quand on parle de ça? Parce que je pense qu'il y a encore certains de tes spectateurs qui ont du mal à le voir, parce que c'est compliqué aussi. Il faut travailler dessus. Hein. C'est vraiment une galaxie. C'est vraiment une galaxie. Ouais. L'Open Society, globalement, il s'illustre sur du lobbying, sur différents sujets. Un qui est assez méconnu, dont j'avais traité dans mon livre, c'était sur la transparence et les lanceurs d'alerte. Ils sont à fond là-dessus. Eux-mêmes s'exonèrent de tout ça. Il y a l'ONG de référence sur le sujet qui s'appelle Transparency International, qui fait du très bon travail par ailleurs sur beaucoup de choses, qui est financé en bonne partie par l'Open Society et différentes de ses branches, plusieurs de ses branches, pardon. Et ils n'ont jamais jamais fait d'enquête, ils n'ont jamais attaqué Soros, alors qu'au niveau d'opacité du Quantum Fund, du Soros Fund Management, qui est devenu un family office il y a quelques années, ils ont réussi à s'exonérer des obligations de transparence imposées au niveau américain. Vous avez les révolutions colorées qui sont évidemment connues. Vous avez l'orchestration des ONG pour l'avenue des migrants le long de la route des Balkans occidentaux. D'ailleurs, le 31 août, Alexander Soros a fait un article sur le site de l'Open Society pour dire que non, contrairement à ce qui avait été dit, l'Open Society ne partait pas d'Europe, mais qu'il serait organisé en effet, mais qu'il restait très présent dans les Balkans occidentaux pour continuer à faire vivre le projet européen. Donc, il reste actif de ce côté-là. Ensuite, pour le côté tentaculaire, on peut prendre l'intervention que Soros a fait, juste sur la forme, l'intervention que Soros a fait le fils Soros qu'il a fait au Forum sur la paix, puisqu'il est intervenu en fait dans une table ronde sur ce qui s'appelle l'Europe sur l'accord de Rhodes, une vision de la périphérie, une vision des États-Unis, Soros, et de quelqu'un qui est présenté comme le chairman d'un think tank bulgare. Et c'est modéré par une troisième personne. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on les présente comme des personnes d'organismes distincts, alors qu'en fait, la modératrice, c'est Arantxa González Zelaya, et elle est membre du bureau consultatif de l'European Council on Foreign Relations, qui a été cofondé par George Soros. Et l'autre personne, c'est à part Alex Soros, c'est Ivan Krastev, qui est présenté comme chairman du board du Center for Liberal Strategies, donc un think tank bulgare. Mais en fait, non seulement il est membre du directoire de l'Open Society, comme Alexander Soros à ses côtés, quoi. Et il est aussi membre cofondateur de l'European Council on Foreign Relations. Donc on a l'impression qu'il y a des personnes de trois organismes distincts, alors qu'en fait ils font partie exactement du même réseau. Ouais, c'est incroyable, en fait ces collusions entre les uns et les autres, cette proximité, j'ai envie de dire presque incestueuse entre tous ces personnages qui finalement ne sont élus par personne, parce que c'est ça aussi la question qui se pose derrière.
C'est que quand vous en parlez, Thibaut, on se dit ces gens-là sont à peu près partout, naviguent dans tous les cercles de pouvoir, voire de haute-sphère, et ils sont élus par personne et ils sont pas connus du grand public, hein, concrètement aujourd'hui. Non, ils sont pas connus, mais il faut aller voir la page partenaire et intervenant, hein, du Forum de Paris sur la paix. Parmi les partenaires, il y en a d'autres qui sont connus. Vous avez la Fondation Gates, vous avez la Fondation Rockefeller, vous avez TikTok aussi. Il y en a d'autres, je vous dirais pas il y a des noms sur lesquels je tombe souvent. Bon, il y a Amazon, évidemment, il y en a plein d'autres. Mais côté des intervenants, en fait, vous avez eu 350 intervenants, quelque chose comme ça. 350 ans, vous avez eu 60 représentants de niveau. Il y a des gens que moi que j'ai pu déjà cartographier sur Davocratie, mais qui sont pas forcément connus du grand public. Bon, alors ceux que j'ai pas cartographiés, mais qui sont connus, il y a Jacinda Ardern, par exemple, la furieuse de Nouvelle-Zélande. Mais vous avez, par exemple, Jane Goodall aussi. Jane Goodall, qu'on connaît pour son travail sur les primates, mais surtout qui était intervenu au Forum de Davos en 2020 en disant que le problème majeur aujourd'hui, c'est qu'on n'avait pas la démographie mondiale d'il y a 500 ans, c'est-à-dire 500 millions de personnes. Jane Goodall, c'est une néo-malthusienne furieuse, grande partisane de la réduction de la population mondiale, et pourtant elle est messagère de la paix auprès des Nations Unies. Et c'est notamment dans ce cadre-là qu'elle intervenait au forum. Vous avez Ghassan Salamé, donc qui est le père de Léa Salamé, et qui est quelqu'un de très proche de George Soros. Vous avez des gens, je ne vais pas vous donner institution par institution, mais allez sur la page des intervenants 2023 du Forum de Paris sur la paix, c'est ce que j'appelle le bestiaire infernal, quoi. Voilà. Ouais, c'est assez hallucinant. Alors, je suis allé en préparant cet entretien, cher Thibaut Kerlierzin, et je vous remercie d'être là ce matin avec nous. Bien entendu, merci beaucoup. Vous êtes déjà très nombreux sur la matinale. N'hésitez pas à partager massivement. Mettez-moi des pouces vraiment. Et si vous nous regardez depuis Twitter, n'hésitez pas à retweeter massivement. Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. Je lisais notamment une tribune, alors un papier, une tribune de cet Alexandre Soros sur Politico qui nous parlait des liens finalement entre l'Open Society Foundation et l'Union européenne. Et il disait, c'était en Politico, Alexandre Soros, que nous ne partons pas, l'Europe reste une importance stratégique énorme pour le travail de l'OSF, donc l'Open Society Foundation, qui a commencé dans les années 80 lorsque mon père a commencé à financer des penseurs indépendants dans sa Hongrie natale, alors un satellite soviétique de l'Europe de l'Est communiste. Et aujourd'hui, malgré tous ses défauts, l'Union européenne est toujours un phare mondial des valeurs qui façonnent notre travail. C'est intéressant, cette déclaration, cette tribune en Politico, Thibaut, ce rapport. C'est la fameuse déclaration dont je parlais qui a été faite le 31 août sur le rapport sur l'Open, avec de l'Open Society avec l'Union européenne. J'avais fait pour Fondation Identité et Démocratie un rapport sur l'influence des ONG que vous pouvez trouver sur le net. Ce qui est très intéressant, c'est que ils ont une branche bruxelloise. On pourrait dire c'est un lobbying comme un autre, donc il n'y a pas de souci quelque part. Ils sont enregistrés sur le registre de transparence européen. Bon, le problème, c'est l'influence qu'ils ont. Mais ce qui est très, très intéressant, c'est que parmi les entités enregistrées, vous en avez beaucoup qui sont financées par l'Open Society Foundation, la maison mère, pas la branche européenne. Et en plus de ça, vous pouvez trouver une bonne vidéo aussi où vous voyez que à l'époque de la commission Juncker, il y a Jean-Claude Juncker qui recevait George Soros. Enfin, les deux se faisaient la bise très clairement sur la vidéo. Il doit avoir ses pantoufles là-bas. Et encore avant, vous aviez Alexander Soros et George Soros, qui sont élus par personne et qui étaient aussi reçus au niveau européen. Il a eu sa propre fondation, Alexander Soros, a été reconnue au niveau européen, alors qu'en fait, il était personne, il n'y avait même pas 30 piges à l'époque, juste parce que c'est le fils de George Soros. Donc, non, c'est encore tout le pouvoir de l'argent et puis tout ce qu'il y a derrière. Ben justement, je voulais parler de ça avec vous, cher Thibaut Kerlierzin, c'est que ces gens-là ont du pognon. Ces gens-là déversent du pognon un peu partout. Véritablement, quand on lit ça, on se dit ils sont pas là pour la philanthropie de l'humanité sereine. Ces gens sont pleins de pognon et on file à droite à gauche. Donc finalement, c'est quoi ? C'est de l'influence directement dans les pays. Oui, très clairement. On va être trivial, y mettre un peu le bordel en certains, parce que c'est un peu ça parfois aussi. Ouais, c'est un peu l'objectif. Soros a toujours dit qu'il était fasciné par le chaos. Donc vous avez un des gens les plus puissants au monde qui dit qu'il est fasciné par le chaos, et quand on voit en effet ce qu'il fait, le financement des révolutions colorées, puisque les révolutions colorées globalement ce sont ses réseaux. Pour l'Ukraine, il s'en est félicité d'ailleurs sur CNN à une époque. Oui, c'est pour mettre le bazar. Ensuite, il finance des projets, mais ensuite c'est de notre point de vue. Par exemple, il va financer des écoles, il va financer des universités. Donc du point de vue des pays qu'il reçoivent qui n'ont pas de thunes, c'est du pain béni quelque part. Mais derrière, il y a tout le côté du pacte avec le diable. Et ça c'est absolument colossal, parce que ça, c'est un déni
une démocratie absolue pour les pays qui sont victimes de ça aussi. C'est ça. Ah oui, pareil. La démocratie, on est loin, faut même plus en parler là. On est très loin de tout ça. Pas qu'avec l'Open Society, avec tout Gates, l'influence de Bill Gates auprès de la Commission, c'est pareil. L'influence du Forum de Davos, dont von der Leyen est une ancienne du conseil d'administration, très loin aussi. Non, c'est une histoire de démocratie. Dans ce concept bizarre là, quand vous regardez l'Union européenne, l'influence des lobbies, quel que soit qu'ils fassent des choses bien ou pas bien, c'est pas la question, c'est le principe. En fait, c'est le principe d'être élu ou non élu. Non, c'est vraiment l'influence des non élus à tous les niveaux. Et alors, mais c'est absolument dingue là-dessus. Et une dernière question là-dessus, Thibaut, que j'ai envie de vous poser. Enfin, ces questions-là, quand elles ont été abordées, rappelez-vous, et notamment avec les Gilets jaunes, ça a commencé à venir, ces espèces de la trilatérale, Bilderberg et tout ça, le dîner du siècle, pour rester plus français. Finalement, les grands médias aplatis et de déférence ont traité les gens qui commençaient à évoquer ces sujets de complotistes, de penser qu'il y avait un processus mondial qui était en train de se mettre en place. Enfin, pourtant, tout cela concrètement existe et vous êtes l'un des meilleurs spécialistes de la question. Dès qu'on vous traite de complotiste, c'est que vous êtes dans le bon. Pour le siècle, il faut aller voir le livre publié par Facta sur le dîner du siècle. Vous pouvez trouver à la librairie Vincent, et qui est le livre des références avec les personnalités qui en font partie, avec l'historique du siècle, notamment pour le Bilderberg, la trilatérale, vous avez énormément de documentation. Donc non, si on traite de complotiste, c'est que vous êtes sur la bonne voie. C'est à peu près pareil que pour l'histoire du Covid. Donc continuez à dérouler la pelote et tout ce qui est, en tout cas tout ce que j'ai pu voir moi depuis des années. Le Bilderberg, j'ai travaillé dessus il y a une douzaine d'années, la trilatérale pareil, ensuite je me de ça, mais non, tout ce qui est dit est vrai. Donc on va pas dans le délire, mais tout ce qui est vérifiable, tout ce qui est sourcé est vrai, tout simplement. En tout cas, merci Thibaut Kerlierzin, consultant stratégique d'intelligence économique et cofondateur du site Davocratie. Et bien entendu, chers amis, allez consulter Davocratie, cofondé par Thibaut Kerlierzin, si vous avez un petit moment ce week-end pour mieux comprendre tout ce qui se passe. Merci Thibaut d'être venu ce matin dans Toxa Media. Avec plaisir. Et merci d'être là, puisque effectivement, vous l'avez dit, quand vous traitez de complotiste, vous êtes dans le vrai. Et c'est pour ça qu'on vous invite avec beaucoup de plaisir sur Toxa Media. Merci, cher Thibaut. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.